Maël Hassani nous parlait tout à l'heure de Laurent Nunez. Moins de 2 heures avant son ouverture, la justice a donc finalement autorisé la tenue d'un rassemblement des musulmans de France au Bourget, proche quand même des frères musulmans. Le ministre de l'Intérieur avait demandé son interdiction. Il a évoqué un risque terroriste. Eh bien, la justice ne lui a pas donné raison. Le tribunal de Paris estime que ces troubles à l'ordre public ne sont pas établis. Alors c'est vrai qu'on a du mal à le suivre, le ministre de l'Intérieur en ce moment. C'est peut-être à force de fréquenter Emmanuel Macron, mais enfin c'est du en même temps. D'un côté, il veut interdire ce rassemblement. Il annonce une nouvelle loi sur le séparatisme islamiste, au passage grillant la politesse de Bruno Retailleau. Et puis, il y a quelque temps, vous disiez que vous étiez tombé de votre chaise. Oui. Éric Revel, il a dit « Je ne veux pas être celui qui interdit le voile à des mineurs ». Je vous laisse la parole, mais oui. Je vous le fais écouter quand même d'abord. Oui. Le 12 mars à la Grande Mosquée de Paris. Sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende comme ministre des cultes toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher James, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette prise de parole. D'abord, on a l'impression qu'il parle pour Emmanuel Macron, vous voyez, donc ça c'est quand même déjà un fait qu'il faut souligner, mais cette déclaration du 12 mars à la Grande Mosquée de Paris, je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elle menace le vivre ensemble républicain. Je pense quasiment le contraire. Voiler des fillettes, ça revient à ça. D'abord, c'est mettre une pression terrifiante sur les familles musulmanes qui vivent leur religion tranquillement, puisque l'argument des plus extrémistes et radicaux de cet islam politique diront, mais même le ministre de l'Intérieur trouve que c'est une bonne chose. Deuxième chose qui est hallucinante, c'est que, évidemment, une fillette ne porte pas le voile à 4 ans, à 5 ans ou à 6 ans de son plein gré. Évidemment. Donc on lui impose. Et je rappelle que le voile pour une femme, c'est par définition, surtout pour une fillette, c'est l'idée qu'une femme doit cacher, doit invisibiliser son corps aux yeux des hommes. Donc, en optant pour le voile des fillettes, le ministre de l'Intérieur sexualise le corps des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc je pense que c'est une lourde menace, au contraire, pour le pacte social républicain, que d'imaginer que des fillettes, peut-être en maternelle, peut-être en cours préparatoire, rentreraient dans l'école de la nation avec des voiles sur le visage. Je trouve ça absolument incroyable. Victor Ayrault. Je vais prendre, à l'inverse, la fin du discours de Laurent Nunez, et lorsqu'il dit « Je veux être le ministre de l'Intérieur qui veut mieux faire connaître l'islam ». Moi, je suis d'accord avec lui sur ce point, c'est qu'il faudrait mieux comprendre et connaître l'islam. Et il met Emmanuel Macron d'ailleurs dans... Et il met Emmanuel Macron dans la boucle, cette volonté. Mais mieux faire connaître l'islam, d'accord, si Laurent Nunez connaissait mieux l'islam, il combattrait le voile. Il combattrait le voile. Le problème, c'est que la classe politique ne comprend pas la logique du voile et pense que c'est un apparat religieux comme un autre. Et ils ne comprennent pas ou ils font preuve de lâcheté? Je pense très sincèrement qu'ils ne comprennent pas. Je pense que très peu de gens en France non musulmans comprennent la logique derrière le voile. Je l'explique très rapidement. D'une part, c'est l'idée selon laquelle les pulsions sexuelles masculines seraient incontrôlables, que l'homme n'est pas capable de contrôler ses pulsions sexuelles. C'est l'inverse de ce que disait Albert Camus, c'est-à-dire un homme, ça s'empêche, qui est une phrase que je trouve magnifique et qui résume la charge qui incombe à l'homme. L'homme ne pouvant pas contrôler ses pulsions sexuelles, c'est à la femme que revient, c'est sur la femme que revient la charge de cacher par pudeur ses atouts sexuels, les cheveux en faisant partie. Donc c'est à la femme de se cacher au regard de l'homme pour ne pas faire entrer l'homme dans le péché. Et autre concept que les gens ne comprennent pas vis-à-vis de l'islam, c'est qu'en islam, le péché se transmet. C'est l'une des seules religions où le péché se transmet. C'est-à-dire que si une femme manque de pudeur, ne porte pas le voile,
et excite un homme, disons-le comme ça l'est, eh bien cet homme-là prend le péché de la femme, et c'est la femme qui a fauté, et c'est l'homme qui prend son péché et qui devient coupable à son tour. Et donc c'est une injonction sociétale de tous les hommes sur toutes les femmes de dire « nous ne voulons pas, nous hommes, devenir pécheurs, donc vous, voilez-vous pour que nous ne soyons pas tentés par les femmes tentatrices ». C'est ça que signifie le voile. À l'origine, c'est cela, dans la pratique, c'est cela, et je suis conscient que plein de femmes en France portent le voile sans penser à cela. Je ne dis pas que toutes les femmes ont cette logique-là en tête, mais dans le terme de civilisation, de culture, de religion, c'est comme ça que cela se passe. Dès l'origine du Coran, à l'origine, et j'en finirai là-dessus, c'est Omar qui est un disciple de Mahomet et qui enjoint Mahomet à voiler ses femmes, parce qu'il dit « tes femmes se baladent dans la rue sans être voilées, et donc elles portent le péché ailleurs, et les autres hommes sont excités à leur vue parce qu'elles ne sont pas voilées, et ça c'est un problème parce que tes femmes deviennent, non pas infidèles, mais en tous les cas impudiques, et ça c'est un problème pour tes femmes, et donc pour toi, puisque le péché te revient également. Et quel message alors qu'il y a une guerre contre le régime des mollahs. Je voudrais d'ailleurs sur ce point vous faire écouter Sarah Doraghi. Elle a fui la révolution iranienne, c'était en 1983. C'est une journaliste, elle est scandalisée évidemment par les propos de Laurent Nunez, et écoutez, ces mots sont très forts et très justes. C'est le cas de Mitra et Jazipour, et c'est mon cas, c'est-à-dire qu'on fuit précisément un pays islamique qui impose ces lois-là, et on arrive en France en se disant formidable, on arrive dans le pays des droits de l'homme avec les grandes valeurs de la France, et tout d'un coup, et soudain, on entend Laurent Nunez. Je peux vous dire que ça tord le cœur, parce qu'il y a des gamines dans les écoles qui comptent justement sur ces lois de la laïcité pour être enfin un peu tranquilles et enfin un peu protégées. Parce que parfois dans des cités ou dans leur quartier ou dans leur famille, dans leur entourage, c'est pas évident d'essayer d'enlever le foulard. Donc on ne doit pas être lâché par la République française. Pour moi, c'est le meilleur argument, Éric Revel. C'est très juste. Je l'ai abordé un petit peu à ma façon tout à l'heure, en vous disant la pression qui va être mise sur ces fillettes, dès l'instant où un ministre de l'Intérieur et des Cultes de la République française dit « je ne vois pas le problème à voiler des fillettes », vous imaginez la pression que vont subir ces fillettes. Moi, je trouve la déclaration de Laurent Nunez très inquiétante. Je vous le dis comme je le pense, parce que j'ai essayé de gratter un petit peu dans ma mémoire, mais je me souviens pas qu'un ministre de l'Intérieur et des Cultes ait pris une position aussi tranchée sur le voile dans l'espace public. Il y a eu des avis, mais là on parle de fillettes, on parle d'enfants. Ça veut dire que Laurent Nunez a vu d'un bon œil, vous vous souvenez de cette affaire des 2 ou 3 fillettes qui sont venues voilées à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à l'invitation de Marc Fesneau, un centriste. Absolument. Mais la laïcité française est en train de se perdre, littéralement. Enfin, c'est très inquiétant. Mais Victor Hérault parlait d'ignorance quant à l'islam. Moi, je serais tentée de parler de lâcheté. Vous entendez le ministre de l'Intérieur qui tutoie d'ailleurs Shams Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le même Laurent Nunez qui a envie d'aller négocier, qui a la main qui tremble pour certains. En tout cas, ça pourrait être mon interprétation quand il parle de l'Algérie. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur son manque de fermeté, vous l'avez dit, par rapport au principe de laïcité et de courage surtout. Je regarde tout ça un peu de haut, mais l'un des grands responsables, c'est Emmanuel Macron. Regardez sur des postes très importants de ministres, comme il a été capable de nommer des gens qui ont fait des virages alors, je ne sais pas si on dit à 180 ou à 180 degrés. Quand vous nommez à l'Éducation nationale M. Papendiaï, puis M. Blanquer, quand M. Retailleau est ministre de l'Intérieur, mais il doit s'arracher les cheveux sur la tête, M. Retailleau, et que vous nommez derrière M. Nunez, c'est souvent le contraire. Quelle est la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron en termes d'éducation ou en termes de laïcité ? Eh bien, visiblement, il n'y en a pas. Voilà ce qu'incarne ces nominations. Et à côté de ça, il vous annonce des lois contre le séparatisme. Oui, encore une. Oui. C'est étonnant. Mais je n'irai pas, qu'on comprenne bien ce que je dis, je n'irai pas sur le terrain de la laïcité pour combattre le voile, parce que je pense, par exemple, le port de la kippa pourrait être considéré comme étant en dehors du giron de la laïcité, comme étant un signe ostentatoire religieux. Moi, je dis, il faut revenir à l'essence des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que cette pratique ? Le port de la kippa n'a rien à voir dans sa signification et dans sa pratique avec le port du voile. Ça n'est pas la même chose. Et quand je dis, vous dites lâcheté, je dis, ignorance. En réalité, c'est la même chose. Je pense que la lâcheté, c'est de ne pas
se pencher sur l'islam, qui est une religion qui devient prégnante dans ce pays. Ça fait des décennies qu'elle commence à s'installer, qu'elle s'est installée, qu'elle existe dans le paysage français et qu'il faut maintenant se pencher dessus pour savoir. Je trouve ça lunaire que depuis 40 ans, on n'ait pas même essayé d'effleurer, d'ouvrir la première page d'un Coran pour se dire, mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'islam? Quels sont ses rites? Qu'est-ce qu'on a face à nous? Vous êtes traité d'islamophobe dans la seconde où vous tenez certains arguments. Et d'ailleurs, c'est ça la vérité. Avec absolument toutes les religions. C'est parfaitement normal de lire le texte. Les religions du texte ont cet avantage d'avoir un texte. Et bien, référons-nous au texte. Lisons le texte pour savoir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir savoir si oui ou non on l'accepte et pour savoir si oui ou non il faut le combattre. Je pense que les lâches dont vous parlez, notamment au centre, ne trouvent pas les moyens de combattre le voile parce qu'ils ne trouvent pas les raisons de les combattre, parce qu'ils ne savent même pas quelles sont les raisons qui sont derrière ce voile. Donc je pense qu'ils ignorent ce qu'il y a derrière. Je pense qu'ils se disent tout ça, c'est de la liberté, c'est la liberté religieuse et puis c'est tout. Moi je dis non, ce n'est pas tout. Penchez-vous sur ce que c'est et ensuite faites-vous votre avis et on verra si oui ou non vous soutenez les raisons qui sous-tendent le voile. Je le répète, la soumission de la femme, l'injonction à la pudeur et la transmission du péché de la femme qui serait impudique à l'homme qui serait perverti par la femme qui se serait sexualisée elle-même en enlevant son voile. C'est ça la réalité derrière le voile.